Donc, principe d'inertie, calculer la valeur d'une force. Donc, le principe d'inertie en physique, donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'énoncé? C'est donc dans un référentiel galiléen. Donc, un référentiel galiléen, c'est un référentiel dans lequel on peut utiliser justement le principe d'inertie. Donc, bien sûr, pour étudier un mouvement, on a toujours besoin d'un référentiel, c'est-à-dire c'est un objet fixe euh, par rapport auquel on va se positionner pour étudier le mouvement. Donc généralement, il y a le référentiel terrestre, le référentiel géocentrique, le référentiel héliocentrique. Et donc dans un référentiel on dit qui est galiléen, les forces appliquées à un système se compensent si et seulement si ce système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc c'est-à-dire que ces deux choses-là sont équivalentes, c'est-à-dire que quand les forces se compensent sur un système, eh bien il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme, soit l'un soit l'autre. Donc si on fait ça avec une expression calculatoire, donc somme des forces extérieures doit être égale à 0. La somme vectorielle des forces extérieures est égale à 0. C'est équivalent, c'est-à-dire que quand on dit si et seulement si entre deux propositions, ça veut dire que ces propositions sont équivalentes. Donc là j'ai mis le signe équivalent. Donc soit le système il est immobile ou alors en mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire mouvement rectiligne uniforme? Ça veut dire que la valeur de sa vitesse est toujours constante et également que son vecteur vitesse est constant, c'est-à-dire que sa trajectoire est une droite. Sa trajectoire est une droite et sa vitesse est constante. Ou alors sa vitesse est égale à 0 et il est immobile. Donc du coup ça permet de calculer la valeur d'une force, entre autres. Ça peut permettre en tout cas d'avoir une équation quand on va de ce côté-là jusqu'à ce côté-là, c'est-à-dire qu'on part d'un mouvement rectiligne uniforme ou d'un objet qui est immobile et on arrive à la somme des forces qui est égale à 0. Et si on connaît, si on connaît toutes les forces sauf une, on peut donc en déduire celle qui nous manque. Donc ici, il y a un exemple. Donc par exemple, on a une montgolfière qui a une masse de 2,5 tonnes en mouvement rectiligne uniforme. Donc on sait déjà qu'elle est en mouvement rectiligne uniforme, donc on va pouvoir appliquer le principe d'inertie. Donc elle est en ascension, c'est-à-dire qu'elle monte. Déterminer la valeur de la force de frottement de l'air F à laquelle elle est soumise. Et on donne des données, on donne le volume de la montgolfière qui est de 2200 m3 et on donne la masse volumique de l'air de 1,3 kg par mètre cube. Donc on va donc déjà la première chose c'est déterminer toutes les forces qui s'appliquent sur cette montgolfière. Donc bien sûr la montgolfière elle est sur terre, enfin bien sûr elle n'est pas posée sur terre mais elle est dans les airs à proximité de la terre, donc du coup il y a forcément l'attraction terrestre qui s'applique, c'est-à-dire le poids. Et donc du coup on peut dire extérieure force extérieure appliquées, forces extérieures qui sont appliquées donc sur le système. Le système c'est la montgolfière. Donc on a déjà le poids, POID. Deux points, je donne son expression vectorielle et on va calculer sa valeur P qui va être égale donc comme on le sait à la masse, c'est-à-dire M de la montgolfière, on a noté M ici, fois G, l'accélération de la pesanteur ou l'intensité de la pesanteur. Donc on va remplacer, on va calculer, ça nous fait 2,5 tonnes, mais alors il va falloir le mettre en kilogrammes pour être dans les unités du système international. Donc on multiplie par 10 puissance 3 puisque une tonne est égale à 1000 kg, multiplié par sur Terre, l'intensité de la pesanteur est égale à 9,81, voilà, égale. Et donc on va essayer de calculer cette expression. On va arrondir et on va dire que 9,81 est environ égal à 10. Donc ça fera 10 fois 2,5, ce qui fait 25. 25 fois 10 puissance 3. On va mettre en notation scientifique, ça fera 2,5 fois 10 puissance 4. Et c'est donc en newton. Également les caractéristiques du poids, c'est que donc sa direction est verticale, son sens est vers le bas.
et le poids s'applique sur le centre de gravité. Donc c'est important parce qu'il faudra faire un schéma par la suite. Ensuite, qu'est-ce qui s'applique à la montgolfière? Donc sur la montgolfière, il va y avoir également une force qui s'appelle la poussée d'Archimède qui permet de faire monter la montgolfière. C'est le principe, pour la raison pour laquelle la montgolfière monte. Donc on va calculer cette force. Donc cette force s'appelle la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède. Elle se note pi généralement comme cela. Donc ses caractéristiques, sa direction c'est vertical, son sens c'est vers le haut, son point d'application c'est donc le milieu de le volume qui est immergé dans le fluide. Donc là ici le fluide c'est l'air, et puisque la montgolfière est complètement immergée dans l'air, on va dire que c'est le centre de gravité. Et donc quelle est l'expression qui permet de calculer la valeur de cette force, parce que c'est important de calculer cette valeur pour la suite de l'exercice? Eh bien c'est ρ, R, c'est-à-dire la masse volumique du fluide dans lequel est le système, multiplié par le volume immergé. Donc dans ce cas-là, ce sera le volume montgolfière, puisque la montgolfière est complètement immergée, fois l'accélération de la pesanteur, c'est-à-dire G. On fait le calcul, on continue. Donc ρR c'est 1,3 kg par mètre cube, c'est bien dans les unités du système international, pas besoin de convertir. Le volume de la montgolfière c'est 2200 mètres cubes, c'est bien dans les unités du système international, fois G qui est égal à 9,81. Voilà, donc maintenant il va falloir calculer cette expression. Bon, on suppose que déjà G c'est environ égal à 10, donc ça nous donnera 1,3 fois 22 000. Maintenant il va falloir faire 1,3 fois 2200, enfin 22 000 plutôt je veux dire. Donc on va séparer en deux, donc on va faire 1 fois 22 000, ça fait donc 22 000. Et on va additionner 3 fois 2200 pour faire sans calculatrice. Bon après si on a une calculatrice on fait le calcul. Donc ici on va avoir 22 000. 3 fois 2200 ça nous donne 6600. Et on additionne ensuite les deux, ça nous fait 28 600. On est en newton, mais je vais mettre avec le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici on en avait 2, ici on en avait 4 et ici on en avait 3. Donc on met le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2. Il faut écrire en notation scientifique. On mettra 2,9 puisque on s'arrête au niveau du 8 pour avoir deux chiffres significatifs et on regarde le chiffre qui est après pour arrondir, ça donne 9. 2,9 fois 10 puissance 4 newton. On a donc déterminé les expressions du poids et de la poussée d'Archimède, enfin les valeurs de ces deux forces, et on a dit oralement les caractéristiques. La dernière force qui s'applique, c'est les frottements. Donc frottement de l'air, comme ils nous ont dit dans l'énoncé, frottement de points. Et donc l'expression c'est petit f comme c'était indiqué dans l'énoncé, et justement on veut trouver la valeur de cette force F que l'on ne connaît pas encore. Maintenant qu'on a détaillé les forces, on va faire un schéma de la montgolfière qu'on va résumer par un point G, et sur ce point va s'appliquer les forces. Donc la montgolfière, donc elle est dans les airs. Il s'applique sur elle la poussée d'Archimède pi. Donc là on fait un schéma des forces sans souci d'échelle. Donc le schéma vectoriel des forces pi. On fait le poids P, donc qui est vers le bas, vertical vers le bas, P. Et on fait la force de frottement. Donc sachant que la montgolfière a un mouvement ascendant, une force de frottement est toujours opposée au mouvement. En fait, elle a la même direction que le vecteur vitesse, mais dans le sens inverse. Donc sachant que le vecteur de vitesse est dirigé vers le haut, comme cela, bon je ne le représente pas puisque ça ne fait pas partie des forces, mais la force de frottement sera donc vers le bas, sera verticale vers le bas, puisque la force de frottement est verticale vers le haut. Puisque la vitesse est verticale vers le haut, la force de frottement sera verticale vers le bas. Donc voilà.
j'ai représenté les trois forces qui s'appliquent sur la montgolfière. Maintenant, il va falloir appliquer le principe d'inertie d'après le principe d'inertie, de points, pi plus p plus petit f égale vecteur nul. Pourquoi est-ce qu'on a le droit d'appliquer le principe d'inertie? Parce que la montgolfière est en mouvement rectiligne uniforme et on est dans le référentiel terrestre qui peut être supposé galiléen. Donc on peut appliquer le principe d'inertie, la somme des forces extérieures est égale à 0. Cette expression va nous permettre de trouver la force de frottement petit f. Mais pour cela, on va donner les coordonnées des forces sur un axe. Donc là, je choisis un axe qui est le plus adapté, c'est-à-dire un axe vertical, qui va être dirigé vers le haut. Et donc on va faire les coordonnées des forces de ces vecteurs sur cet axe. Et sachant qu'elles ont la même direction que cet axe, ça va simplement être leur norme, leurs coordonnées, selon cet axe. Cet axe, je peux l'appeler l'axe Y. Et donc, quelle va être la coordonnée de pi? Donc en fait, je vais faire la même relation, mais avec les coordonnées des vecteurs selon cet axe. Donc quelle est la coordonnée de pi du vecteur pi? Eh bien c'est sa norme, puisque pi est dirigé vers le haut, c'est plus sa norme. P est dirigé vers le bas, donc il est contraire à l'axe qu'on a mentionné. Donc ça va être sa norme, mais avec un moins. Donc ça va faire moins P.